Comté d'Emery, Utah. Plateau de San Rafael, partie nord, à une 50aine de kilomètres au sud-est de Huntington. 19 octobre 1993. Le terrain est sauvage, avec une série de canyons, de gorges étroites et de pentes abruptes qui traversent le paysage semi-désertique. Il n'y a ni sentier, ni réseau mobile, ni flux constant de touristes. Seuls les chasseurs expérimentés, les rares géologues et les gardes forestiers savent comment survivre. Et même eux font des erreurs. Michael Donovan est un technicien de 44 ans, père de 2 enfants et chasseur depuis 20 ans. Selon son frère, ce n'était pas sa première fois dans cette région. Il savait exactement où installer son campement, où trouver du gibier et quelles zones étaient désormais dangereuses lorsqu'il pleuvait. Il est parti le matin du 16 octobre. Il a laissé son itinéraire et indiqué les points où il serait en contact par radio. Tout était comme prévu. Les 2 premiers jours, il a pris contact comme promis, envoyant de courts messages, maintenant un signal stable et ne montrant aucun signe de problème. Mais le matin du 18, la radio était restée silencieuse. Personne ne répondait aux appels. Le signal avait disparu. Le 20 octobre, le bureau du shérif local s'est impliqué. Une équipe de recherche civile a été organisée et un hélicoptère a été déployé. Les conditions météorologiques étaient plutôt froides, mais pas critiques. La température nocturne descendait à moins 5 degrés Celsius. Dans de telles conditions, une personne pouvait survivre 2 ou 3 jours si elle apparaissait équipée, et Michael l'était. Tôt le matin du 23 octobre, un groupe de 2 gardes forestiers a découvert les traces d'un trépied qui avait été installé. L'appareil photo n'avait pas été conservé. Seul un cercle était tracé dans le sol, et des fissures étaient apparues dans la terre. À 50 mètres d'au sud se trouvaient des morceaux de plastique déchirés. On ne savait pas s'ils provenaient d'une lanterne ou d'un plat. Le matin du 25 octobre, une anomalie a été remarquée. Sur la paroi d'une des crevasses, à une hauteur légèrement supérieure à celle d'un homme, 3 longues rainures étaient clairement visibles. Elles étaient parallèles, verticales, et mesuraient environ 1 demi-mètre chacune. La pierre était fraîchement ébréchée. Il n'y avait ni érosion ni sable dans les marques. C'était comme si elles avaient été faites au cours des derniers jours. C'est dans cette zone, entre 2 dalles rocheuses en pente, que le corps de Michael Donovan a été retrouvé. À environ 2 mètres au-dessus de la base, coincé dans une crevasse comme s'il avait été tiré vers le haut et s'était retrouvé coincé. Sa posture était anormale, une jambe pliée, l'autre tendue vers le bas. Sa tête était baissée, son cou plié. Ses vêtements étaient intacts, il n'y avait aucun signe de chute. Mais le plus effrayant était l'absence de ses 2 mains. Les blessures à ses poignets étaient nettes, avec un saignement minimal. Les médecins ont déclaré qu'il n'y avait aucun signe de lutte et que le saignement était insignifiant. Cela ne peut signifier qu'une seule chose, les mains ont été sectionnées après la mort ou au tout dernier moment. Il n'y avait aucune tache de sang, aucun signe de traînée, aucun sol piétiné, aucune trace d'animal, aucune trace humaine. La cause officielle du décès était l'hypothermie. Cependant, comme l'a noté le médecin légiste, il restait encore de l'humidité résiduelle dans le corps. Cela signifie que le décès est survenu au plus tard, 1 jour avant la découverte. Le corps était resté dans la crevasse pendant moins de 24 heures, alors qu'il avait disparu 1 semaine plus tôt. On ignore où il se trouvait pendant tout ce temps. Et voici un autre élément essentiel, l'emplacement du corps, la hauteur des marques sur la roche et l'absence de sang excluent toute chute ou attaque animale. Ni les pumas ni les ours n'agissent de cette manière. Il n'existe aucun cas répertorié où un prédateur aurait traîné sa proie sur un rocher et l'aurait piégé dans une crevasse. Plus important encore, personne ne peut expliquer ce qui a pu causer ces rainures. Le laboratoire qui a examiné le rocher a conclu que les rayures
avait-il été faite par quelque chose de plus solide que le grès lui-même, quelque chose avec une force de compression. Mais ce n'était pas une lame, ce n'était pas non plus une griffe au sens habituel du terme. Les anciens de la région appellent de cette partie du plateau le mur de la griffe. Un vieux garde forestier, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré que les archives des années 1940 mentionnent 2 disparitions aux coordonnées exactes, et que la tribu Ute, qui vivait sur ces terres avant la réinstallation, évitait ces rochers. Leurs légendes décrivent une créature qui te sort de la pierre, sans laisser de traces, et ne touche jamais le sol. Le lendemain du jour où le corps de Michael Donovan a été retrouvé dans la crevasse, le shérif du comté d'Emery a ordonné la fermeture temporaire de la section du canyon. Officiellement, cette mesure était prise pour des raisons de sécurité et d'enquête. En réalité, aucune mesure active n'a été prise, à part prendre des photos et remplir des documents administratifs. Les documents ont rapidement été archivés, et la découverte n'a été révélée que des années de plus tard, grâce à une fuite provenant d'un employé de la morgue locale. Le corps a été transporté à Princeton, la ville la plus proche du plateau, disposant d'un médecin légiste permanent. Le rapport d'autopsie comptait 3 pages. Les principales conclusions étaient les suivantes: déshydratation générale, signes locaux d'engelure et ablation mécanique des mains sans signe de douleur aiguë, indiquant soit une mort instantanée, soit une perception de la douleur supprimée. Les tissus autour des blessures étaient propres. Ils n'étaient ni déchirés, ni écrasés, comme s'ils avaient été coupés, mais sans outils. C'est l'un des rares points qui ont intrigué le médecin légiste. Il a noté dans son rapport que les bords des blessures ne présentent pas de traces chirurgicales ou animales standards. En d'autres termes, elles n'ont pas pu être causées par un couteau ou une canine. Cependant, c'est la position du corps qui a soulevé le plus de questions. La crevasse dans laquelle il a été trouvé était trop étroite pour qu'une personne puisse y entrer seule. Sa largeur ne dépassait pas 71 mm à son point le plus large. Or, l'envergure des épaules d'un homme adulte est d'environ 150 cm. Même en tenant compte de la compression au moment du décès, cette position est impossible. Cela signifie que le corps a été placé là de l'extérieur. Mais par qui? Les sauveteurs qui ont participé à l'évacuation ont déclaré que le corps était coincé comme un coin. Ils ont dû le soulever à l'aide d'un cric pour le retirer. Pas de corde, pas de traces de traînée, pas d'empreintes de main ou de pied, rien. Ni sur les vêtements, ni sur le sol. On aurait dit que le corps avait été bon placé à l'intérieur. Au même moment, des détails sur Michael lui-même ont commencé à émerger. Son ami, Fred Cassidy, a déclaré qu'à la veille du voyage, Michael avait parlé de découvertes inhabituelles, du moins d'étranges traces qu'il avait vues au printemps. Ils avaient chassé dans la même région et Michael lui avait montré une photo, des empreintes dans le sable qui ressemblaient à quelque chose entre une empreinte de main et une empreinte de patte, avec 5 protubérances allongées. Elles étaient là légèrement plus grandes qu'une chaussure. Cassidy a déclaré qu'il avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'un ours, mais Michael lui a assuré qu'il n'y avait pas de griffes dans les empreintes et que celles-ci étaient alignées en ligne droite, comme si quelqu'un avait marché sur 2 jambes. La photo a ensuite disparu et Cassidy lui-même a refusé de faire des commentaires officiels. Lors d'une conversation privée, il a simplement ajouté « Mike a dit à l'époque que s'il venait à disparaître, nous ne devrions pas chercher des loups. » Quelques jours après les funérailles, un incident étrange s'est produit au domicile de la famille Donovan. Le fils de Michael, Zach, âgé de 16 ans, a entendu quelqu'un gratter à la porte d'entrée pendant la nuit. Sa mère a pensé qu'il s'agissait d'un coyote, mais il n'y avait aucune trace à la porte le lendemain matin. Une seule chose est restée gravée dans l'esprit de tout le monde, les rayures sur le bas de la porte. Il y en avait 3.
et elles n'en étaient pas horizontales, comme celles laissées par un animal. Elles étaient verticales, du haut de la porte jusqu'au milieu, à une hauteur d'environ 1,5 mètre. Cela coïncidait avec une autre découverte. L'un des bénévoles qui avait participé aux recherches est revenu sur les lieux quelques semaines plus tard pour installer un piège photographique. 3 jours plus tard, il a découvert que la caméra avait disparu. Mais à l'endroit où elle avait été installée, il y avait des rainures dans le sable. 3, comme sur le rocher. Le sable était profondément labouré, mais pas latéralement, comme le ferait une pelle ou une griffe, vers le bas, comme si quelque chose était entré dans le sol verticalement, avec force. Les gardes forestiers qui ont été informés de cet incident n'ont consigné aucun détail. Ils se sont contentés de dire « un animal, peut-être un ours ou une panthère ». Mais aucun d'entre eux n'a vérifié les images des autres caméras. Personne n'a inspecté la zone. Et cela était surprenant, car d'octobre à décembre, 2 autres touristes ont disparu dans cette région. Un homme et une femme qui faisaient d'eux de l'autostop. C'est alors que des rumeurs ont commencé à se répandre parmi les habitants. Quelqu'un s'est souvenu de la tribu Ute. Quelqu'un d'autre s'est souvenu de la créature de pierre. Et ce qui a particulièrement alarmé les anciens, c'est que le rocher où le corps a été trouvé a commencé à émettre un faible bourdonnement constant pendant la nuit. Un berger qui gardait ses moutons dans cette région a affirmé que, dans un silence complet, on pouvait entendre un bruit de grattement provenant de la pierre, comme si quelqu'un grattait de l'intérieur. Les autorités locales n'ont pas réagi. Sur les cartes officielles du plateau de San Rafael, la zone appelée Claw Wall restait inchangée. Cependant, ceux qui en avaient mis connaissance ne s'y rendaient plus. L'enquête officielle sur l'affaire Michael Donovan s'est terminée le 28 octobre 1993. Cause du décès, hypothermie. Nature des blessures. Post-mortem n'a pas influé sur le résultat. Le dossier a été clos sans être transmis au tribunal ou aux agences fédérales. La seule chose qui a suscité des discussions internes au sein du département a été le comportement de l'équipe de recherche, en particulier celui du coordinateur, un garde forestier nommé Stephen Ash. Lors d'une conversation informelle, il a déclaré que cette opération ne ressemblait à aucune autre à laquelle il avait participé. Nous avons contacté l'un des membres de l'équipe près de 30 ans plus tard. Il a confirmé que 3 équipes travaillaient dans la zone. Pourtant, après la découverte du corps, l'accès au site a été restreint sans explication. Son équipe n'a pas pu revenir chercher son équipement. Ils sont partis avec le sentiment qu'on leur cachait quelque chose. Et ce quelque chose était ressenti à un niveau instinctif. Le vent dans la crevasse était étrange, vif et en rafale, mais inaudible. Le sol dans la zone où Michael a été retrouvé était chaud, malgré une température nocturne inférieure à 0. Et à ce moment-là, tout le monde s'est souvenu de détails qui semblaient insignifiants au premier abord. L'un des bénévoles a déclaré qu'en traversant un étroit canyon près du lieu de la découverte, il avait senti une odeur, pas une odeur de pourriture ou d'animal, mais métallique, humide, comme du fer mouillé. Il n'avait pas pu trouver la source de l'odeur, mais il se souvenait qu'il y avait un endroit parfaitement plat, à proximité, nettoyé comme si quelqu'un en avait retiré tous les débris. Dans les conditions du canyon, cela est impossible. Plus tard, à la fin du mois de novembre, l'un des géologues de l'Université de l'Utah, le professeur Alan Westmore, qui étudiait l'érosion sur le plateau, a déclaré qu'au cours de l'été de cette année-là, il avait remarqué une structure inhabituelle dans les roches près du mur en griffe. À une profondeur d'environ 20 cm dans le grès, il y avait de longues inclusions, des lignes de minéraux denses ressemblant à du métal. Il a fait une coupe et l'a envoyée pour analyse. 1 mois plus tard, il reçut la réponse.
un alliage de composition inconnu, mais à forte teneur en particules ferromagnétiques. Il n'existe aucun équivalent dans la géologie locale. 2 jours après avoir reçu les résultats, il reçut un appel d'un certain agent fédéral qui lui demanda poliment mais avec insistance d'envoyer tous les documents au bureau régional de Salt Lake City. Le professeur s'exécuta. Ce fut le premier indice qui conduisit à supposer que le lieu où Michael était mort pouvait être lié non seulement à des légendes, mais aussi à quelque chose qui avait longtemps été caché, peut-être par accident, peut-être intentionnellement. Et, comme cela arrive souvent, tout fut révélé après l'incident qui suivit. En janvier 1914, 3 mois après la tragédie, un groupe de 3 touristes, 2 hommes et une femme, se rendit dans la même région. Ils n'avaient même pas entendu parler de ce qui s'était passé. Ils n'avaient même pas vu les informations. Ils choisirent un itinéraire dans un guide touristique en contournant les principaux sentiers touristiques. 2 jours plus tard, ils descendirent dans la région de Clawwall. C'est là que l'incident se produisit, qui ne fut raconté que plus tard dans des conversations privées. L'un des touristes, un homme nommé Lance Harvey, a quitté sa tente à 4 heures du matin. Selon lui, il a entendu quelqu'un se tenir à proximité. Pas de bruit ni de pas, pas de bruissement. Juste une sensation de présence. Il est sorti avec une lampe torche, a dirigé le faisceau vers le rocher et a vu une empreinte verticale dans le sable. Elle était récente, avec du sable encore frais sur les bords. Il a dit qu'elle ressemblait à une empreinte de pied, mais pas d'un pied. Elle ressemblait davantage à la marque laissée par un long membre arrondi avec des indentations à l'extrémité. 5 indentations, comme des doigts. L'empreinte faisait plus de 10 cm de profondeur. Lance réveilla ses compagnons. Ils examinèrent dans les lieux. Il n'y avait pas de rocher qui aurait pu tomber, pas d'animaux non plus. Il n'y avait qu'une seule trace, et elle menait à un rocher. Mais surtout, le rocher contre lequel elle reposait présentait une rayure verticale à peine visible. À ce moment-là, tous les 3 décidèrent de lever le camp et de partir. 5 heures plus tard, ils étaient déjà sur la route lorsqu'un fermier s'arrêta pour les prendre en stop. Ils n'appelèrent pas la police. Mais quelques semaines plus tard, Lance a remis une note à un journaliste local. Cette note, qui décrit l'empreinte et les doigts, est toujours conservée dans les archives de la rédaction. Pourquoi ont-ils fui? Peut-être par peur, probablement parce que cette nuit-là, avant leur départ, quelqu'un avait passé un objet tranchant sur la toile de leur tente. 3 entailles de parallèle exactement, du plafond au sol. Et puis, tout est devenu clair. Ce qui avait tué Michael n'avait pas disparu. Cela continuait à sortir, et cela observait probablement. Au printemps de l'année suivante, en mars 1994, le service de protection des terres de l'État de l'Utah a commencé à revoir les itinéraires autorisés dans la partie sud-est du plateau. Sans explication publique, sans discussion. Plusieurs zones auparavant accessibles, y compris celle où Michael Donovan est mort, ont été temporairement fermées en raison d'un risque accru d'érosion. Sur le papier, cela semblait logique, mais en réalité, le passage était bloqué par des blocs de béton et un bouclier métallique portant le symbole de danger radiologique, bien qu'aucune étude sur les radiations n'ait été menée ou prévue dans la région. Au cours des mois suivants, une étrange purge a commencé. Un journaliste de Princeton qui couvrait les itinéraires touristiques a déclaré que les rédacteurs en chef avaient reçu l'interdiction de publier les coordonnées des anciens sentiers passant par la zone de Clawwall. Des copies de cartes topographiques ont disparu des archives du comté et un guide privé s'est vu confisquer son journal intime qui contenait des notes sur les itinéraires, y compris la section où la rayure sur le rocher avait été trouvée. Pendant ce temps, la famille de Michael Donovan a déménagé dans le Colorado. Elle ne faisait plus aucun commentaire direct.
Mais un jour, son frère, celui-là même qui avait signalé sa disparition, a laissé une courte lettre dans la rubrique anonyme d'un journal local. Il n'y avait ni description, ni accusation. Juste une phrase « Ce n'était pas un accident ». En juillet de cette année-là, un groupe de géophysiciens est arrivé sur le plateau de San Rafael sous l'égide d'une société de recherche privée. Le nom de la société n'a pas été rendu public. Ils ont travaillé discrètement, sans escorte. Ils vivaient dans une camionnette à proximité, à l'entrée sud. 8 jours plus tard, ils sont partis. Après leur visite, la région a été fermée à tous les groupes privés. Les rares personnes qui se sont aventurées au-delà des barrières ont rapporté la même chose. Un bruit semblable à un grincement dans la roche pouvait être entendu à l'aube. Il disparaissait dès que le soleil se levait. L'un des agriculteurs qui faisait paître son bétail à la lisière de la zone a affirmé avoir trouvé plusieurs fois ces moutons vidés de leur sang, les membres inférieurs arrachés. Et toujours sans aucune trace de traînée, sans pattes, sans aucun signe de lutte, juste une carcasse et le silence. Il a signalé cela au service local de protection des animaux, mais son rapport a été rejeté pour manque de preuves. Après le 3e incident, il a déplacé son troupeau et il n'est jamais revenu. Le dernier épisode, après lequel de nombreux habitants ont même cessé de parler de la région, s'est produit en août 1995. Un groupe de 4 étudiants en géologie s'est rendu sur le plateau, non pas dans la zone interdite, mais dans un endroit plus au nord, plus près de la rivière San Rafael. Ils allaient étudier la stratification de la roche. Le contact avec eux a été perdu le 2e jour. 3 jours plus tard, les sauveteurs ont trouvé leur campement. Les tentes étaient intactes. La nourriture, les sacs à dos, les outils, tout était à sa place. Un seul détail ressortait. L'une des tentes avait été coupée verticalement. 3 bandes régulières allaient du plafond au sol. Et sur le rocher le plus proche, de nouvelles rainures, fraîches, similaires à celles observées dans le cas de Michael. Les étudiants ont été retrouvés 6 jours plus tard à une vingtaine de kilomètres du campement. Tous les 4 étaient vivants, profondément désorientés. L'un d'eux avait l'épaule cassée. 2 étaient en état de choc. Ils ne répondaient jamais pas aux questions. Plus tard, l'un d'eux, en état d'amnésie partielle, a dit au médecin que le rocher respirait, qu'il l'avait entendu s'ouvrir et qu'il se tenait à proximité mais ne projetait aucune ombre. Ces paroles n'ont pas été prises au sérieux. Le garçon a été envoyé en traitement. L'affaire a été classée comme réaction psychologique à la désorientation et au stress. Mais les médecins n'ont pas pu expliquer pourquoi il avait une brûlure grave à l'intérieur du bras. La brûlure ressemblait à la marque laissée par du métal chaud, fine, incurvée, comme une bande avec des creux. Des années plus tard, la carte des itinéraires du plateau de San Rafael n'a toujours pas été mise à jour. La zone autour de Claw Wall reste une zone blanche. Pas de coordonnées, pas de description, pas d'itinéraire, juste un no man's land. Officiellement, la mort de Michael Donovan a été jugée accidentelle. Déshydratation, hypothermie, blessures inconnues après la mort. Officieusement, il y avait trop de coïncidences, trop de silence, trop de disparitions, et surtout, trop de marques identiques, toujours 3, toujours verticales, toujours à côté d'un rocher. Personne ne dira ouvertement ce que c'était, ni les gardes forestiers, ni la police, ni les géologues. Mais tous ceux qui se sont rendus là-bas, près du mur de pierre, où il n'y a pas d'oiseaux, où la mousse ne pousse pas, et où l'on entend un craquement la nuit, ne sont jamais revenus.